Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, le premier donc de ce mois de septembre pour cette rentrée donc des Incorrectibles après cet été où nous avons reçu donc des invités un petit peu différents de ce qu'on avait l'habitude de recevoir. Alors d'abord un grand remerciement à tous ceux qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube mais aussi sur notre chaîne Player où là aussi je veux vraiment dire un grand merci à nos contributeurs puisque c'est grâce à eux qu'on peut gagner cette liberté de ton, liberté éditoriale mais aussi indépendance financière et donc soyez-en tous remerciés. Alors pour cette nouvelle saison, nous avons choisi d'inviter une personnalité qui est déjà venue dans cette émission puisque c'était même, je crois, le premier invité, en quelque sorte le parrain de ces Incorrectibles. Donc on est particulièrement heureux de le revoir. C'était dans un autre décor, je me souviens. En tout cas, il était revenu et on a l'habitude en effet de le recevoir de temps en temps puisque s'il y a bien quelqu'un qui est une personnalité incorrectible, c'est lui. Florian Philippot, le président des Patriotes. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter de revenir nous voir, cher Florian Philippot. Alors, on précise que ce week-end est un petit peu particulier, d'autant plus important pour vous qu'on est au lendemain donc de ce congrès des Patriotes. Donc c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes un peu l'homme des bilans et des perspectives, puisque je vous propose donc aujourd'hui de faire un bilan, si vous le voulez bien, de l'année écoulée, aussi bien pour vous que pour la France et le monde, et de dresser quelques perspectives donc pour les mois à venir, autant pour les Patriotes que pour vous. On parlera bien sûr, vous l'avez compris, de ces élections européennes. Tout d'abord, on va, si vous voulez, parler un petit peu de vous et des Patriotes, votre mouvement. Tout d'abord, je le disais, en ce week-end donc de congrès de votre mouvement, quel est le bilan de l'année politique écoulée pour votre mouvement, les Patriotes ? Pour nous, ça a été une année où on s'est fait, je crois, encore plus connaître. Voilà, on a multiplié les actions, on a fait beaucoup de choses. On était sur le terrain tout le temps, comme en 2021 d'ailleurs, comme en 2020. Mais c'est vrai je dirais que la difficulté en ce moment du combat politique, en tout cas quand il est un peu sérieux, comme nous on essaie de le faire, c'est qu'on a le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. À un moment, on doit se battre pour la paix, parce qu'on se dit la Troisième Guerre mondiale est quand même à notre porte. À un autre moment, c'est la crise énergétique. Les boulangers qui font faillite, les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, l'électricité, on l'a encore vu le 1er août. À d'autres moments, on est sur les sujets européens parce que Ursula est insupportable, parce que le Frexit est un combat permanent. Et puis il y a le Covid parfois qui revient ou des craintes le pass sanitaire mondial de l'OMS. Vous voyez, des choses qui sont pas terminées, on le sent bien. Et en fait, ce qu'il faut, et les Patriotes vraiment s'évertuent à cela, c'est donner une espèce de cohérence à tout ça. C'est de montrer qu'en fait, c'est quand même un seul grand sujet. C'est un seul grand modèle de société qui se dessine. C'est un peu le monde d'après, comme dirait notre ami Laurent Firol, le réalisateur. Et ce monde d'après, là, on n'en veut pas. Et nous, on veut un autre monde d'après, on veut une autre France d'après, complètement différente, fondée sur la liberté, fondée sur le respect, fondée sur la souveraineté des peuples, du peuple français en l'occurrence. Et c'est un modèle social aussi, et parce qu'on a eu aussi les retraites comme combat, évidemment. Et donc en fait voilà, donc on a essayé nous aux Patriotes d'être sur tous ces combats-là et en même temps de leur donner du sens, vous voyez. Et vraiment on y tient, pas simplement derrière un écran. Enfin, c'est important, moi j'adore les réseaux sociaux parce que j'en profite, parce que c'est un espace que le gouvernement ne contrôle pas et on voit à quel point ça les exaspère d'ailleurs. Et vous êtes très puissant d'ailleurs. Oui, on est puissant, on a des gros Votre chaîne YouTube compte combien d'adhérents, enfin d'abonnés ? Plus de 460 000. C'est énorme. Oui, c'est une grosse chaîne. Et puis, tous les réseaux possibles, inimaginables, TikTok, Twitter, etc., Facebook. Mais je crois que la politique doit surtout pas se limiter à ça. Résister par un hashtag, oui. Je dis pas que c'est inutile, hein. Parfois, on fait monter un sujet, et c'est bien, on va forcer le gouvernement à s'en emparer, très bien. Mais il faut aussi être sur le terrain. Et ça, je crois que c'est un peu une marque de fabrique de notre mouvement, des Patriotes, c'est qu'on adore être sur le terrain, on fait beaucoup de manifs, on fait beaucoup d'opérations coup de poing, comme on dit. On a bloqué le siège de BlackRock, de Pfizer, de la Commission européenne à Paris, on a bloqué les Champs-Élysées un matin. Ça, je vous cite que ce qu'on a fait cette année. Et ça nous semble important parce que ça réveille des consciences à chaque fois. Alors justement, il y a une question finalement assez simple que j'ai envie de vous poser. Si vous deviez, là, en quelques mots, convaincre ceux qui nous écoutent de s'engager pour vous, qu'est-ce que vous leur diriez, Florian Philippot ? Écoutez, ils ont un cerveau. Voilà, vous savez, ils ont un truc entre les deux oreilles, normalement, tout le monde en a un, c'est de le faire fonctionner. Ils regardent ce qu'on a fait, parce que vous savez, il faut pas trop écouter les promesses en politique. Il faut regarder les bilans. Au début, vous avez dit, vous êtes l'homme des bilans et des perspectives, c'est un peu vrai. Il faut regarder les bilans. Il faut dire, voilà, est-ce que ce qu'il me raconte maintenant,
ça correspond à ce qu'il me racontait en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, etc., etc. Et ils verront, s'ils ont la bonne foi, on va dire, que c'est le cas, qu'il y a une cohérence, qu'il y a une constance. Ils peuvent lire mes livres, ils verront. J'en ai écrit plusieurs, y compris Frexit qui remonte à 2018. Je peux re-signer demain matin, il n'y a aucun problème. Ils regarderont notre charte. Oui, vous ne regrettez rien. Non, qui date de 2017, notre charte fondatrice. Je peux la re-signer. D'ailleurs, on l'a un peu modifiée, on l'a enrichie plutôt au Congrès sur des nouvelles thématiques. Et c'est ça. Je crois que si les gens se disent, mais écoutez, est-ce que ce qu'il dit depuis des années, ça correspond à ce que je vis comme réalité? Est-ce qu'effectivement, j'ai l'impression que on serait mieux si on était un pays souverain? Est-ce que c'est bien de se faire imposer des réformes comme les retraites, de se faire imposer le marché européen d'électricité qui fait exploser nos prix, de se faire imposer la guerre, l'envoi d'armes, on ne sait pas pourquoi en permanence à Zelensky, on ne sait pas dans quel but, dans quelle fin. Est-ce qu'ils ont raison quand ils disent que nos libertés, la liberté d'expression aussi, sont menacées? Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas eu raison? Je crois qu'on a plutôt eu raison. Voilà. Et on peut comme ça décliner les sujets. Et à partir de là, ils regarderont d'autres projets, comment, au-delà du diagnostic, comment s'en sortir. Et je crois vraiment, moi je crois à l'intelligence des gens. Voilà, s'ils ont le sentiment que il y a un mouvement qui dit la même chose, qui ne bouge pas et qui a fait les bons diagnostics et qui manifestement a les bonnes solutions, alors il faut nous rejoindre. Il faut nous rejoindre tout de suite. Vous avez beaucoup d'adhérents aujourd'hui? Oui, on en a plus de 40 000. Ah oui, c'est quand même énorme. Oui, c'est plus que le RN. C'est plus que le RN? Oui, puis d'ailleurs, alors je le disais déjà depuis pas mal de temps, mais ça a été vérifié par les chiffres publics. La CNCCFP, qui est l'administration qui nous chapeaute comme parti politique, publie tous les ans les bilans des partis politiques. C'est obligatoire, et les gens peuvent s'y référer, c'est public. Il est écrit dedans qu'on a plus d'adhérents, plus de donateurs, plus d'adhérents, etc. Mais nous, on n'a pas les 10 millions d'euros par an d'aide publique qu'a le RN. Ça, moi, j'ai pas ça qui coule sur nous comme ça. Non, ça, on l'a pas. Alors, vous pouvez peut-être d'ailleurs en profiter pour rappeler à ceux qui voudraient donc vous rejoindre et qui ne l'ont pas encore fait, comment faire? Vous allez sur les-patriotes.fr, il y a une rubrique adhésion, réadhésion ou don. D'accord. C'est très facile. Alors, l'engouement autour de votre mouvement, il s'est quand même, on va dire, un petit peu calmé, je pense, depuis que le Covid est un sujet un peu moins présent dans l'actualité. Je me trompe ou pas? Alors, moi, je dirais pas l'engouement autour du mouvement, parce qu'honnêtement, on a du monde qui arrive, et on a même des bons taux de réadhésion. Pour nous, c'est important, parce que c'est de voir la fidélité des gens. Est-ce qu'ils ont envie de réadhérer une fois qu'ils sont venus? Par contre, séquence Covid-19, non, voilà, ce qu'on peut dire. Présent. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, les manifs comptent moins de monde que les très grosses manifs qu'on a faites juste après l'annonce du pass sanitaire ou du pass vaccinal. C'est vrai. Mais c'est d'ailleurs pas pour ça qu'on a arrêté. Vous savez, avant qu'on ait les très grosses manifs, on a fait 9 mois entre octobre 2020 et juillet 2021, de petites manifs, voire de toutes petites manifs. On a commencé par du rikiki. On a commencé en étant 50 au pied du ministère de la Santé, un soir d'octobre 2020. Et on l'a fait toutes les semaines. Donc pour moi, c'est pas un critère, ça, si vous voulez. C'est un thème politiquement encore porteur, la séquence Covid. Alors d'abord, je raisonne pas comme ça. Parce que si je raisonnais comme ça, je serais jamais allé sur ce sujet-là, parce que ça ne l'a pas été pendant longtemps. Avant que les gens comprennent au début, tout le monde, pas tout le monde, mais enfin une grande majorité de l'opinion publique suivait le gouvernement et on apparaissait vraiment comme des moutons noirs, donc j'aurais pas suivi ce thème-là, comme je ne serais pas sur le Frexit. Si je suivais les sondages, je ne serais pas sur tout ça. Je ferais comme les autres, je passerais mes convictions par-dessus bord, je les jetterais à l'eau et je dirais, allez, je pense ça, puis demain je penserai autre chose, on verra selon le sondage du jour. Non, je suis pas comme ça. Donc aujourd'hui, le Covid n'est plus dans sa phase active comme il y a 2 ans, 1 an, tant mieux. Ça prouve quand même qu'on est sorti un peu de cette folie. Mais il y a encore un sujet Covid. C'est celui des effets secondaires et des conséquences. Là, je suis désolé, le compte n'y est pas. On n'a pas la vérité, on n'a pas les enquêtes, on n'a pas les procès, on n'a pas la justice qu'on doit aux victimes, à leurs proches. Christine Coton tenait le même discours que vous il y a quelques semaines sur cette banquette. Coton a fait des choses remarquables et elle a raison. Et c'est évident, il suffit là aussi d'avoir des yeux pour le voir. Il y a des pays où ça bouge plus. Il y a plus de procès en Allemagne, même aux États-Unis, en Italie, etc. En France, il y a quand même un peu encore une chape de plomb sur ce sujet-là. Et nous, on n'aime pas les chapes de plomb. Surtout quand on sait qu'il y a quelque chose de dramatique derrière tout ça. Parce que ce qu'ils ont fait une fois, ils seront capables de le refaire. Avec un autre virus, avec un autre narratif de la peur. Peut-être pas d'ailleurs que le virus, ça peut être le climat. Une excitation cet été sur la canicule complètement délirante. On a découvert grâce à BFM TV qu'en plein été à Nice, on se baignait pour se rafraîchir.
Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais même quand il faisait, je sais pas, à un moment à Paris, il faisait 25 et on avait l'impression d'avoir très très chaud parce qu'on voyait à la télé qu'il y avait la canicule, quoi. Alors que 25 au mois de juillet à Paris, c'est même pas très très chaud. Tout assez C'est normal. tout classique, voire pas très chaud. Donc on voit qu'il y a d'autres narratifs de la peur qui peuvent entraîner des outils de contrôle social et de contrôle de la population. Même sur le Covid. Je signale quand même que l'OMS a annoncé il y a quelques semaines un pass sanitaire mondial qui est calqué sur le modèle de celui de l'Union européenne. Ça sent pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. On peut pas accepter ce genre d'outil. Donc on peut pas accepter cette logique. Voilà, moi, ce que je voudrais tirer comme leçon du Covid, c'est détruire une philosophie qui s'est encroûtée quand même dans notre débat public, c'est qu'on répond à des crises par des restrictions de liberté. Regardez les émeutes. Début juillet, là, émeute, quelques jours d'émeute suite à la mort de Naël. Quelle est la seule réponse du gouvernement? La seule. Il n'y en a pas 36, hein. La seule. Il faut contrôler les réseaux sociaux. Les émeutes, c'est les réseaux sociaux. Alors, c'est tiré par les cheveux comme raisonnement, hein. Je ne savais pas qu'en 2005, il y avait déjà les réseaux sociaux, hein, quand il y a eu les émeutes. Mais bon, vous avez entendu, la seule chose qu'ils ont dit, c'est le problème, c'est qu'il faut contrôler les réseaux sociaux, voire les couper. C'est quand même Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, qui a dit on va peut-être couper Twitter, on va peut-être couper TikTok, on va peut-être couper Snap, Chat, etc. C'est plus qu'affligeant, c'est très grave. Parce que si on n'a plus les réseaux sociaux, on a quoi? BFM? Ah, nous, on n'aura jamais la possibilité de s'exprimer là-dedans, hein. On aura quoi? Libération, Le Figaro, Le Monde, ils disent tous la même chose. Ils recopient tous la dépêche AFP. Donc, si on n'a pas les réseaux sociaux aujourd'hui, nous n'avons plus de liberté d'expression. Parce que les médias sont tenus. Alors justement, j'avais envie, vous m'avez précédé, d'y venir à cette question de votre présence dans les médias. D'abord, est-ce que vous avez encore la sensation de peser autant dans le débat public? Puisque vous le disiez, vous êtes invité de manière un peu aléatoire, hein, dans les médias quand même. Vous savez, je suis invité en fonction des règles de l'ARCOM. Et encore, règles interprétées. ARCOM, vous êtes encore invité, hein, quand même, malgré tout. De temps en temps, mais pas beaucoup. Et en fait, parfois les chaînes me disent, mais vous savez, nous, l'ARCOM, donc c'est le CSA, hein, comme on disait avant, ne nous autorise plus à vous inviter parce que vous avez mangé tout votre temps de parole du trimestre. C'est Pascal Praud qui l'expliquait une fois quand j'étais sur son plateau. Il m'a dit, j'ai le droit de vous inviter une fois par trimestre. Et vous, en tant que patriote, ou vous, en tant que Florian Philippot? Parce que est-ce que si vous faisiez monter d'autres figures au sein du parti, ce serait différent? Déjà, les médias ont du mal à inviter d'autres personnes. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs d'autres personnalités au sein des patriotes? Qui ont du talent. Bien sûr. Il y en a plein qui seraient parfaitement capables d'y aller, d'être magnifiques débatteurs et ambassadeurs de nos idées, c'est pas le sujet. Mais vous n'avez pas la sensation d'avoir la couverture médiatique que vous méritez, quoi. Les patriotes ont très peu de couverture médiatique. Regardez les manifs. Je me souviens très bien que le jour, c'est le début de l'été là, le jour où les Traoré ont fait leur manif interdite là, vous savez, il y avait Sandrine Rousseau, tout ça. Il y avait quand même pas grand monde, hein. Il y avait, je sais pas, des dizaines de caméras. Je me souviens que par le hasard du calendrier, nous, le même jour, on avait une manif déclarée, pour le Frexit. Il y avait des milliers de personnes. C'est quand même un fait politique, hein. Je veux dire, des milliers de personnes il faisait très chaud ce jour-là pour le coup, qui défilent à Paris au mois de juillet, alors qu'il n'y a pas d'actualité particulière, mais qui veulent sortir leur pays de l'Union européenne. C'est un fait politique. C'est pas anodin, hein. On n'a pas réuni 15 personnes, on en a réuni des milliers. Ça doit être couvert. Je veux dire, dans un pays normal, si on était vraiment dans une démocratie, avec des médias pluralistes, il devrait y avoir des médias pour couvrir. Il n'y en avait pas un. Alors heureusement, on a les réseaux sociaux, il y a certaines vidéos d'ailleurs issues de cette manif qui ont fait des millions de vues, vous avez des petits shorts, comme on dit aujourd'hui, des réels, tout ça, ça marche très très bien. Mais c'est pas normal qu'on soit obligé d'avoir que les réseaux sociaux. Mais est-ce que la motivation des troupes, elle est quand même la même, Florian Philippot? Est-ce que depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, est-ce qu'il n'y a pas eu, malgré tout, un petit découragement des troupes? Je crois pas. De toute façon, le découragement peut pas être une attitude politique acceptable. On peut être découragé dans sa vie personnelle, on peut être découragé, ça arrive à tout le monde, ça nous arrive à tous, mais c'est pas une attitude politique. Si on est découragé, on ne fait pas un mouvement politique. Ça sert à rien. Donc moi, je ne connais pas le découragement. Vous savez, le temps est long, les batailles sont longues, il y a des mouvements idéologiques profonds dans la société française qui évoluent, moi je le vois. Et notamment, le Covid a quand même accéléré des choses, a fait prendre conscience à plein de gens, plein de choses, y compris la guerre d'Ukraine aussi. Bon.
Et voilà. Et après, il faut laisser mûrir les choses, il faut proposer, il faut jamais lâcher l'affaire. Et le jour où vous sentez que vous vous découragez, vous arrêtez, hein, vous laissez la place à quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça ne peut pas être une attitude politique, le découragement. Sinon, on n'aurait jamais rien fait, ni en 40, ni en 41, ni en 42, parce que la situation était particulièrement décourageante. Vous, en tout cas, votre motivation est toujours la même ? Ma motivation est parfaitement intacte. Qu'est-ce qui vous anime avec toujours autant de vigueur ? Moi, c'est l'amour de la France. Si je dois résumer, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que la France est un si beau pays, c'est un vieux pays, qu'il ne mérite pas ce qu'il vit en ce moment. Et il mérite surtout pas de disparaître. Or, c'est un risque. La disparition est un vrai risque. Et peut-être pour la première fois dans son histoire, réellement. Donc ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que ce soit de mon vivant qu'un pays comme la France disparaisse. Ça me serait insupportable. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Donc moi, c'est simple, c'est ça. Après, ça décline plein de valeurs derrière. On a un pays normalement qui qui chérit la liberté, qui a un respect de l'humain. L'humain n'est pas un truc à mettre en boîte sous un QR code ou sous un masque, dans la vision française. Qui a une conception qui n'est pas celle qu'on voit trop souvent aujourd'hui. Et c'est un pays aussi d'art, de beau, de culture. Et j'aimerais qu'on réhabilite cela, qu'on ne soit pas dans la laideur permanente, dans l'abaissement, dans la médiocrité. Je trouve que c'est pas acceptable. Et donc ça me donne envie de me battre. Alors, on a parlé donc de l'actualité récente de ces dernières semaines. On va essayer maintenant de parler du futur et du présent, bien sûr. Donc, on est en un week-end important pour vous, puisque c'était le week-end hier du Congrès des Patriotes. Une question d'abord un petit peu générale. Florian Philippot, comment est-ce que vous voyez l'année politique qui s'annonce pour les Patriotes, indépendamment évidemment des échéances des élections européennes l'année prochaine ? Ça va être une année de combat. Je veux dire, il y a bien sûr les européennes en juin 2024, mais on ne peut pas résumer, en tout cas chez nous, on ne résume pas le combat politique aux échéances électorales. Quels sont les thèmes que vous allez porter de nouveau dans le débat public ? Mais les thèmes, ils sont là. Je veux dire, les thèmes, on les invente pas. Ils se déclinent ensuite dans l'actualité. Parce que, alors nous, on se fonde sur l'actualité pour que les gens comprennent bien. Parce que si vous parlez de ce que vivent les gens, c'est plus simple pour tout le monde de comprendre. Mais en fait, on arrive toujours au même sujet. Il faut se battre pour la souveraineté de la France. Il faut se battre pour libérer la France. C'est un combat de libération nationale. Nous sommes un pays géré par une oligarchie qui a pris le pouvoir, on va parler clair, et qui agit contre le peuple, si je dois résumer. Ça se voit sur plein de sujets, ça se voit en tout domaine, et aujourd'hui, la politique qui est menée, c'est même pas simplement celle de Macron, parce que Macron, il obéit à d'autres. C'est une politique qui va fondamentalement contre les intérêts de la France et les intérêts du peuple français. À partir de ce moment-là, on doit agir pour libérer notre pays. Donc, pour le sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'OMS, de la CEDH, de toutes ces instances qui ont pris le pouvoir. Voilà, tout simplement, qui ont pris le pouvoir. Et donc, derrière cela, ce combat pour la souveraineté, ça va être un combat qui se décline. C'est un combat pour nos libertés, pour notre liberté d'expression. Je suis très inquiet de l'application depuis le 25 août du règlement européen Digital Service Act, là, le DSA, qui censure les réseaux sociaux. C'est un autre combat. Vous voyez, l'identité numérique, c'est un combat. L'euro numérique, c'est un combat. Mais c'est pas des combats qui sont parallèles les uns aux autres, qui ont rien à voir les uns avec les autres. Vous comprenez bien que c'est un modèle, comme je disais au tout début. Donc nos thèmes sont là. Souveraineté, liberté, avoir un pays qui tienne debout, qui affiche une certaine concorde, une certaine unité, et non pas qui soit travaillé par des forces de division, des forces qui le poussent à se détester, à nous détester les uns les autres. Alors, on en parlait malgré tout, puisque c'est quand même le point d'orgue, on va dire, cette année qui s'ouvre. Les élections européennes de 2024, comment est-ce que vous les abordez ? Comment est-ce que vous les envisagez ? D'abord, on sera candidat. Vous serez candidat, voilà. Oui, je serai candidat. Je serai bien sûr candidat. Probablement tête de liste. Ce que j'allais vous demander également. Oui. Quand est-ce que vous annoncerez, puisque on a beaucoup entendu parler d'une alliance, je suppose que vous allez. Alors, on travaille à nouveau très activement. Avec, Oui, alors voilà, c'est-à-dire que je serai candidat et nous sommes, les Patriotes seront aux élections européennes, bien sûr. Vous êtes pour une union des Patriotes, vous ? Exactement. Des souverainistes. Oui, tout à fait. Et pour porter, moi je porterai le message. C'est possible alors cette union ? Elle est enfin possible ? Oui. C'est une des candidats souverainistes, vous nous annoncez c'est pas qu'elle est possible. C'est vraiment qu'elle est très très souhaitable. Vous savez, moi je serai là pour porter les idées des Patriotes.
Mais vous avez des conditions, je suppose, quand même. Non, mais vous les connaissez. Sur l'Union européenne, c'est simple, on veut en sortir. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. On veut en sortir c'est important parce que pour libérer la France, pour apporter... Le souverainisme, aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour... évidemment. Voilà. Évidemment, moi je ne vais pas aux européennes pour défendre autre chose que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une coalition. Je dirais qu'on a le devoir de chercher à bâtir une coalition. Comme nous l'avons fait aux législatives en 2022, les Patriotes, Debout la France, Génération Frexit, 3 partis politiques étaient alliés, avaient des candidats communs. Résultat, on a été dans 410 circonscriptions. Donc c'est une démarche intelligente. Je suis sûr qu'on pourrait même faire encore plus large. Parce que les gens désespèrent de voir la division. Et ils ont raison. Donc, si on a une possibilité de coalition, il faut faire la coalition. Avec des mouvements politiques ou avec des personnalités, en plus, qui peuvent s'agréger à la liste, politique ou d'autres champs de la politique, mais qui défendent le même combat, le même objectif, sans qu'on pense forcément tous, puisque c'est une coalition par définition, on ne va pas tous être uniformes à 100% dans ce qu'on pense. Sinon, ce ne serait pas une coalition. Sinon, on ne chercherait pas d'alliance. On s'allie forcément avec des gens un tout petit peu différents. Hein. C'est le principe même d'une alliance. Mais c'est très bien. On s'enrichit de tout ça. Et ça permet à des personnes de trajectoires, de traditions politiques un peu différentes, de se retrouver dans une même liste et un même vote. Parlons-en justement. Quelles sont les personnalités susceptibles de s'allier ensemble avec vous ? Écoutez, l'alliance de 2022, nous l'avions faite avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, Génération Frexit de Charles-Henri Gallois. Donc déjà, si on a été capable de le faire une fois, on peut être capable de le faire une deuxième fois. Ça me paraît déjà être la base de la base. Et en plus, on se connaît bien. Je les ai souvent invités aux manifestations. Ils sont venus prendre la parole. Donc on a tout fait pour entretenir ce travail et cette bonne entente. Kuzmanović et les autres partis souverainistes, est-ce qu'ils seront de la fête ? Alors, je peux citer, si vous voulez, des gens que je connais bien encore qui pour moi ont une place évidente, c'est le Cercle Aristote. Pierre-Yves Rougeron. J'avais eu le bonheur déjà de l'avoir sur ma liste au régional en 2021. J'étais tête de liste dans le Grand Est. Il était tête de liste départementale sur ma liste pour la Haute-Marne. Et qui nous avait manifesté dans Bistro Liberté son envie d'avoir un rôle éminent à vos côtés. Ils font un travail remarquable au Cercle Aristote. Remarquable. Ils ont des publications, des conférences, des analyses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ils font progresser le souverainisme et la cause du Frexit, et la cause de la paix, de la liberté, de la France. Donc c'est magnifique. Vous lui donnerez quelle place dans le dispositif Je parle là on va pas faire la liste ici, parce que d'abord j'en ai aucune idée, et ensuite ça se discute avec les personnes concernées. Après, vous me citiez qui oui, normalement on devrait pouvoir travailler avec Georges Kuzmanović. J'ai plus de mal pour l'instant parce que j'ai pas trop de relations avec lui, malheureusement. Je l'avais invité 2-3 fois, mais il faut jamais insulter l'avenir. Ça devrait pouvoir se faire, ça devrait se faire. Je veux dire, que faire ? Sinon, on va aligner 5 listes souverainistes pour faire quoi ? Pour que les européistes en face se marrent ? Pour que nos électeurs, eux, pleurent, se dépriment ? Un peu de sérieux. Ce serait quoi un bon score avec cette alliance des souverainistes ? Ce qui serait une première, quoi, vraiment. Ce serait un bon score, je ne sais pas, mais le plus haut possible, et d'avoir des élus. C'est un scrutin proportionnel. Dès que vous dépassez les 5%, vous avez plusieurs élus. Vous en avez au moins 6 d'un coup. Qu'au moins la voix du Frexit soit dans ce Parlement européen côté français. Il y en aura d'autres, des partisans de la sortie de l'Union européenne dans d'autres pays. Il n'y en aura pas, par contre, sur l'échiquier politique français. Parce que RN, c'est terminé. Terminé de chez terminé. C'est même plus une liste. Avant, je disais, c'est le Canada Dry du souverainisme, parce qu'il restait encore quelques petites traces. Alors, maintenant, ils ont un projet euro-fédéraliste. J'ai lu le projet qui était sorti dans l'opinion, là, que compte défendre aux européennes le RN. C'est partout des autorités européennes. Alors, ils nous disent, pour changer la politique derrière. Enfin, c'est quand même une autorité européenne qui décide. C'est plus vous, hein. C'est plus la France, hein. Donc ça, c'est une logique fédérale. Je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Mais c'est plus du tout. Alors, c'est plus du tout le Frexit. Ça, ils ont abandonné en 2017. Je suis parti à ce moment-là. C'est même plus une logique un peu souverainiste. C'est totalement une logique européiste. Ce qui est logique, hein. Ils n'ont pas dit un mot sur le Covid. Ils n'ont pas dit un mot sur l'Ukraine. Au contraire, ils ont été dans le vent de l'OTAN, etc. Ils n'ont pas dit un mot sur les suspendus, etc. Ils ont abandonné la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, de la CEDH, de l'OTAN. Il reste quoi ? Ça sert à quoi ? Ça donne Mélanie. Et la base de l'électorat RN, vous le pensez sensible à cette question du souverainisme ? Je suis persuadé qu'il y a énormément d'électeurs RN aujourd'hui qui ne sont pas bien conscients de ce que dit vraiment leur parti. Qui vivent encore sur... Vous savez, comme une étoile, vous voyez une lumière, mais en fait,
L'étoile est morte depuis longtemps. Ils ont peut-être gardé en tête Florian Philippot. Ah non, mais je crois que ils voient une lumière ancienne. Ils voient un programme ancien. Voilà. Qui s'intéresse vraiment à ce que dit depuis plusieurs années maintenant déjà, mais ça va en s'accélérant. Hein. Le RN. Le RN n'est plus du tout un parti souverainiste. Plus du tout. Donc même leurs promesses sur l'immigration, qui est leur sujet phare, même celles-là sont mensongères. Ils changeront rien. Rien. Ils feront comme Mélanie. Mélanie, elle fait plus d'immigration que le gouvernement d'avant. Que les gens aillent se renseigner. Elle fait plus d'immigration que le gouvernement d'avant. Donc ça sert à rien tout ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce qu'on appelle la fausse opposition. Bon, et les filles, j'en parle même pas. Ils se sont vautrés dans le wokisme. Alors eux, c'est un crash total. Eux, leurs souverainistes sont partis il y a longtemps, mais en plus, ils ont été encore plus loin dans la mutation en devenant un parti officiellement wokiste. Et les petits chevènements, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. On parlait il n'y en a plus beaucoup. Bah, moi, je suis un ancien chevènementiste. Mais on est obligé de dire ancien parce que Jean-Pierre Chevènement lui-même s'est rallié au macronisme. Oui, c'est triste, la vie politique française. Ça vous a surpris, ça, d'ailleurs? On disait la vieillesse, c'est un naufrage. Voilà. Ah bah ça c'est dit. C'est ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la vérité. Là, pas pour tout le monde, Dieu merci, mais pour lui, ça se vérifie. Bon, Jean-Pierre, si tu nous regardes... Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est un moment où ça sublime. Florian Philippot, est-ce que vous pensez que vous aurez les financements nécessaires pour mener une campagne efficace? Parce que finalement, ça joue là aussi. Oui, on aura. Ça coûte combien aujourd'hui mener, pour les gens qui nous regardent, qu'on ait un petit peu connaissance, conscience? C'est quoi? Je vais vous dire en toute transparence, parce qu'on a fait les devis, nous, chez les imprimeurs. C'est le double de 2019. 2019, dernières élections européennes. Je parle juste être candidat. C'est-à-dire que vous trouverez nos bulletins de vote dans les bureaux pour pouvoir voter pour nous. Je parle pas de faire des meetings somptueux dans des palais des congrès, de faire des affiches géantes partout. Je parle pas de ça. Je parle d'une campagne où juste vous avez le droit d'être candidat, où on peut vraiment voter pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des bulletins de vote imprimés dans les bureaux de vote. Et des affiches. Des affiches déjà en plus. Pour moi, je le mets déjà en bonus. Mais on va dire dans le kit de base, on va dire aussi des professions de foi dans les enveloppes que vous recevez avec le programme, que vous recevez chez vous. Minimum. Rien que ça coûte 1 200 000 € aujourd'hui. Voilà, rien que ça. Parce que les gens doivent le savoir, ils ne le savent pas suffisamment. En France, ce sont les candidats qui payent les bulletins de vote et les professions de foi. Ce sont les candidats. Vous pouvez formellement vous déclarer candidat, il n'y a pas de souci, vous déposez une liste de 79 noms, je crois, au ministère de l'Intérieur pour les européennes. Hop, on tamponne, on vérifie que c'est bien les conditions remplies, on tamponne, vous êtes candidat. Là, le gouvernement va vous dire, regardez, on est une démocratie, tout le monde peut être candidat. Oui, mais vous n'aurez pas de bulletin de vote dans les bureaux si vous n'avez pas les 1 200 000 €. Donc en fait, on ne pourra pas voter pour vous. Donc en fait, vous n'êtes pas vrai candidat. Ça, c'est l'arnaque du système démocratique, avec plein de guillemets, français. C'est un système sur l'argent. Voilà. Alors nous, on peut le faire parce qu'on a des adhérents et on a des donateurs que je remercie. C'est plus sur le système des signatures comme pour la présidentielle. Ça, on peut en parler aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais nous, comme on a beaucoup d'adhérents et de donateurs, il y a des gens qui nous aident et je sais qu'il y en a qui vont spécialement nous aider pour les européennes. Mais on fera pas du tout une campagne fastueuse. On fera pas du tout une campagne incroyable. On fera juste une campagne pour pouvoir être candidat et qu'on puisse voter pour nous. Rien que ça coûte très cher. Mais on peut le faire parce qu'on est un mouvement politique qui a les reins solides, parce qu'on a beaucoup d'adhérents, etc. D'autres vous disent qu'ils sont candidats, en fait, ils seront pas candidats. C'est pour amuser la galerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les signatures, juste un petit mot, c'est intéressant pour la présidentielle. Vous avez remarqué que plus personne n'en parle. Il y a eu le scandale en 2022. À la fin, c'est Bayrou qui distribuait comme ça, hop, un peu pour Zemmour, un peu pour Marine Le Pen, un peu pour Mélenchon. C'est ce qui s'est passé à la fin, parce qu'ils les avaient pas tous les trois. Et puis Bayrou, donc c'est-à-dire Macron. Bayrou, il est allié à Macron. Donc c'est le pouvoir sortant qui distribuait les signatures pour savoir qui avait le droit d'être concurrent du pouvoir sortant. C'est délirant. C'est l'inverse d'un système démocratique. Si Bayrou n'avait pas appelé, n'était pas intervenu, vous pensez que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon n'auraient pas eu leur signature? Oui. Ni Zemmour. Bien sûr. C'était comme ça que ça se passait. Souvenez-vous, ils étaient en panique. Ils le doivent à Macron. Bien sûr. C'est incroyable. Macron a choisi j'apprends pas, c'est dans les articles de l'époque. Macron a choisi ses adversaires. Bayrou avait quelques milliers de signatures dans sa poche, il a distribué comme ça. Voilà, c'est tout. C'est un système foncièrement
antidémocratique. Alors à l'époque, ça fait râler. Vous reprenez les articles, à l'époque, tout le monde dit il faudra changer le système, c'est plus possible, c'est la Comme fin. la proportionnelle. Voilà, exactement. À l'Assemblée. C'est le serpent de mer. C'est la dernière fois, on peut pas continuer, on peut pas refaire une présidentielle dans ces conditions. Tout le monde vous a dit ça à l'époque. Et depuis, je sais pas moi, l'opposition est censée être majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous les avez entendus déposer une proposition de loi pour changer ça? Rien. Ils en parlent même plus. Ça les arrange bien. En réalité, c'est de l'hypocrisie tout ça. Ça les arrange bien parce que eux, ils auront toujours les signatures à la fin par Monsieur Bayrou ou un autre. Mais les candidats comme nous, réellement anti-système, etc., eh ben, il va falloir se lever tôt, hein, parce que c'est devenu publicité des parrainages, pression des régions, des départements, des intercos, de l'État, etc. Enfin, c'est de la presse locale. Alors, Florent Philippon, on vient donc à cet objectif donc de devenir député. Finalement, ce serait une bonne chose, non, que vous soyez député, parce que il y a une petite musique Député que j'entends. européen, Oui, député européen, puisque j'entends souvent cette petite musique de gens qui sont opposés à vos thèses, qui me disent mais c'est quand même marrant cette envie coûte que coûte d'être député européen, alors qu'ils ne cessent de stigmatiser les institutions. Finalement, expliquez-nous en quoi ce serait une bonne chose, une assurance pour vous pour les années à venir d'être député européen. Alors, l'objectif, c'est pas que moi je sois député européen, je l'ai été. Enfin, qu'il y ait des représentants de votre parti. Oui, c'est très bien. Tant mieux s'il y en a, il faut qu'il y en ait. C'est d'abord pour être des avocats du peuple et de nos idées dans cette enceinte. Et au-delà de cette enceinte, quand vous êtes dans cette enceinte, vous avez une caisse de résonance qui dépasse. On peut avoir une influence politique bien sûr. Depuis le Parlement européen. C'est évident. Vous pouvez, non pas tant sur les directives, etc. C'est pas le Parlement européen qui fera le Frexit. Mais vous pouvez faire prospérer des idées. Vous savez, Nigel Farage, avant d'imposer le référendum sur le Brexit en 2016, il a été pendant très longtemps député européen et il est resté célèbre par ses interventions, par les idées qu'il a portées, qu'il a fait germer là-bas. Et s'il n'avait pas été député européen, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et sûrement qu'il n'aurait jamais eu leur référendum. Vous voyez, donc le Brexit. Donc en réalité, ça a été très utile. Après, au-delà de ça, au-delà de l'élection et de ce qui vient après, puis en plus, ça permet dans la machine et de savoir un peu ce qui s'y passe et d'informer les gens. Pas inutile ça, d'avoir un œil là-dedans, de pas laisser les eurogagas entre eux magouiller comme ils veulent. On sera dedans des ennemis de l'intérieur pour l'Union européenne, qui nous voit comme ça, elle a raison, et qu'on sache un peu ce qui s'y passe pour informer immédiatement les gens. Ça, c'est très utile aussi. Puis avant cela, il y a la campagne. Une élection, c'est une campagne. Si vous n'êtes pas candidat, vous ne participez pas au débat, vous n'êtes pas là. Si vous participez au débat, c'est intéressant aussi, parce que vous portez des idées qui sont sinon jamais entendues. Quand est-ce qu'on entend le Frexit sur TF1, France 2, BFM, etc. Jamais, 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 jamais. Sauf s'il y a une élection européenne où il y a une liste Frexit qui est représentée et qui a des chances de faire un score. Alors là, vous l'entendrez. C'est intéressant. Ça va réveiller certaines personnes. Gilbert Collard avait quitté l'Assemblée nationale pour le Parlement européen en expliquant, je cite, que le véritable pouvoir se trouve bien à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Aujourd'hui, le vrai pouvoir se trouve à Bruxelles, oui. Bien sûr. C'est Bruxelles qui gère notre monnaie, notre commerce, notre budget, même la paix et la guerre maintenant. Avec Ursula, généralissime en chef, qui vous annonce qu'elle envoie des armes à Zelensky, etc. Et c'est eux qui gèrent notre commerce. Accord de libre-échange, Nouvelle-Zélande, Mercosur. Macron dit « je veux pas de l'accord Mercosur », lui, on va le faire quand même. Le pouvoir, malheureusement, est dans les mains de gens non élus, surpayés et complètement corrompus. Gilbert Collard, j'en parlais là. Quel regard vous avez, Florent Philippot, sur son parcours politique ? Parce qu'il est au RN, il est passé à Reconquête, il a quitté Reconquête. J'ai envie de dire, il est disponible. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert Collard ? Gilbert Collard, moi, vous savez, c'est marrant parce que au FN à l'époque, on s'entendait pas très bien. C'était une notoriété publique, voire pas bien du tout. Et en fait, c'est marrant parce que ces dernières années, moi j'ai vu ce qu'il a dit, ses positions, ses combats, et on s'y retrouve beaucoup. Sur le Covid, on a vraiment eu la même analyse, sur l'Ukraine aussi, et sur l'Union européenne, je pense que de plus en plus, j'ai l'impression qu'il en a de plus en plus, je l'ai vu écrire « barrons-nous », etc. Je pense qu'il est de plus en plus frexiteur. Et à tel point qu'un jour, j'ai pris mon téléphone, je me suis dit, on va briser ce froid qui n'a pas lieu d'être. C'est pas si vieux que ça d'ailleurs, il y a genre 1 an ou 1 an et demi. Et j'ai dit, Gilbert, écoute, oui, ça te surprendra, c'est Florian. J'aimerais bien t'inviter à une manif que tu viennes prendre la parole. Et il a été surpris d'abord et il m'a dit, t'as vraiment bien fait. Et il est venu.
Et il a été super bien accueilli. Et il a fait un très beau discours. Donc non, moi j'aime beaucoup ses prises de position là ces dernières années et je m'y retrouve beaucoup. Ouais. Pourquoi je vous parle de Gilbert Collard? Parce que la question que j'ai envie de vous poser, Florent Philippot, c'est est-ce qu'il y a des alliances que vous considérez comme impossibles ou contre nature pour votre mouvement, les Patriotes? Mais il est plus à Reconquête, Gilbert Collard. Hein. Non, il est sur le marché là. Donc, il vaut mieux que ça. Mais je pense que Gilbert Collard ne m'en voudra pas. C'est l'estime que je lui porte. Mais voilà, est-ce qu'il y a des alliances qui sont impossibles pour vous? Est-ce que, au-delà de ça, bon, vous me disiez, vous aviez un diagnostic très très sévère là à l'égard du RN il y a quelques instants. Un rapprochement avec le RN, par exemple, ou avec Reconquête, c'est plus que jamais impossible. Écoutez, c'est simple. Le critère. Moi, je suis un homme ouvert aux coalitions et aux alliances. Intellectuellement, politiquement, et on l'a prouvé. Je vous rappelle les législatives. J'avais fait alliance avec VIA, la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson au régional, en 2021, donc on l'a prouvé. Mais la condition est simple. Si c'est une alliance de fond qui a un sens, y compris avec des gens qui pensent pas tout à fait pareil, c'est le principe d'une alliance, oui, 1000 fois oui, si c'est utile. Si ça transforme en petite tambouille politicienne juste pour additionner des choux et des carottes, et essayer que ça se voit pas trop, et puis de vendre ça aux électeurs en disant ils verront rien et ils voteront tous pour nous, ça me convient pas. Intellectuellement, politiquement, ça me va pas du tout. Je me sens mal là-dedans. J'aime pas faire ce genre de choses et je le fais pas. Et en plus, je pense que c'est inefficace parce que les gens sont pas idiots et voient qu'il y a un problème de cohérence. Donc aujourd'hui, avec le RN, ça n'aurait aucun sens. Avec Reconquête, ça n'en aurait pas non plus. Hein. Reconquête a défendu la réforme. J'allais venir, voilà. Bah oui, mais vous m'avez parlé d'Éric Zemmour. Ce qui ne veut pas dire que Éric Zemmour, je le vois là en privé. Vous pensez qu'il est fini selon vous? Moi, j'attaque pas Éric Zemmour particulièrement parce que c'est pas lui qui est au pouvoir, parce que je veux pas perdre mon énergie sur ça. Le pouvoir, c'est Macron, ça. Mais il y aurait un problème de cohérence, notamment avec la défense de la réforme des retraites, qui est quand même un point très très marquant, quoi. Petite parenthèse, vous pensez qu'il peut revenir vraiment de manière importante, Éric Zemmour, là, lors de cette consultation? Je crois qu'ils auront leur liste. Je ne sais pas si c'est Marion Maréchal. On n'est jamais mort en politique, comme on dit. Oui, voilà. et puis il n'est pas mort. Enfin, moi, je ne considère pas qu'il soit mort. Il défend des idées, il a bien le droit de les défendre. Il a une légitimité. Il a été candidat à la présidentielle. Il a fait un score qui est tout à fait. C'était peut-être pas son ambition, mais enfin, il a quand même fait 7%, ce qui est pas rien pour une première candidature. Non, moi, vous m'entendrez pas. Moi, vous m'entendrez d'ailleurs accabler personne comme ça. Je veux dire, je marque des différences politiques. Ça m'empêche pas de dire ma différence politique de fond avec lui. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est pas lui qui est au pouvoir. C'est Macron qui est au pouvoir, donc je ne vais pas m'acharner sur l'un ou sur l'autre. Alors justement, le cœur de cette campagne politique, donc en 2024 pour les Patriotes, c'est quoi? C'est le Frexit, c'est ça? C'est la libération de la France, c'est l'indépendance nationale. L'enjeu de cette élection européenne, c'est quoi, Florent? Oui, c'est de porter un programme de libération de la France. Voilà. Et il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Voilà. Et il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de ces instances mondialistes. Il faut libérer la France de l'Union européenne et de cette oligarchie qui l'oppresse. Qui lui coule la tête sous l'eau, qui nous vole nos libertés, qui nous vole notre modèle de santé, qui nous vole nos retraites, qui veut nous imposer l'euro numérique et nous faire disparaître l'argent liquide, qui veut nous imposer des passes permanents, un jour sanitaire, le lendemain vaccinal, le surlendemain climatique. C'est ça l'enjeu. Il est crucial cet enjeu-là. C'est pas un enjeu de virgule ou d'alinéa dans un article de loi. C'est un enjeu civilisationnel au sens réel du terme. C'est un enjeu français, c'est un enjeu humain. C'est ça l'enjeu. Et l'élection européenne ne va pas tout régler, mais elle peut être une étape importante sur le chemin de la résolution du problème. De la renaissance de la France, la vraie renaissance, pas la renaissance macroniste. Je suppose que vous pensez que c'est une farce, cette politique de souveraineté qui a été lancée par l'Europe en 2020. Je savais même pas que l'Europe avait annoncé une politique de souveraineté, mais enfin, c'est la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, voilà, c'est une contradiction dans les termes déjà. C'est une perversion. C'est plus qu'une contradiction, c'est une perversion. C'est utiliser un mot pour le détruire. Souveraineté, si vous y ajoutez derrière européenne, ça n'a plus de sens. La souveraineté est liée à un peuple. Il n'y a pas de peuple européen. Donc si vous dites souveraineté européenne, vous cassez le concept de souveraineté nationale. Donc en fait, vous êtes anti-souverainiste. Mais c'est hyper pervers. Parce qu'il y a des gens qui entendent rapidement, ils entendent souveraineté, c'est pour moi. C'est bien, il a une politique de souveraineté. Je prends un exemple tout bête, mais on veut relocaliser certaines industries comme le médicament, etc. Et Macron dit, on veut avoir sur la politique du médicament une souveraineté européenne. Mais si votre usine de Doliprane, elle est relocalisée en Lituanie, qu'est-ce que ça apporte à l'ouvrier français?
aux travailleurs français. La belle affaire. Qu'est-ce que ça apporte? Or, c'est parfaitement conforme au principe de souveraineté européenne, parce que c'est bien dans un pays de l'Union européenne. Mais vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est une perversion. De toute façon, tout le système de l'Union européenne est un système presque diabolique, hein, dans le sens où il pervertit. On va vous traiter de complotiste, là. Ça, c'est pas grave, c'est fait depuis longtemps. J'ai déjà toutes mes médailles là-dessus. Ah oui, moi, je suis au dernier grade de la Légion d'honneur là-dessus. Commandeur. Au commandeur. Donc, c'est la vraie Légion d'honneur, celle-là, maintenant, aujourd'hui. Hein. C'est pas celle qu'on donne à Karine Lacombe et à Jean-François Copé, non? Ça vous a choqué ou pas, tiens, cette dernière promotion de la Légion d'honneur? Il y avait quelqu'un d'autre aussi. Ah oui, Rugy, de Rugy. Ouais. Ah si, Francis Palombi aussi, c'était pas mal. Vous savez, celui qui était candidat aux législatives là, pour En Marche et qui, avant ça, était interviewé par BFM sur son lit de réanimation Covid en disant « J'ai été un anti-vaccin et je regrette, Bon, enfin bref, tout ça, c'était dramatique. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai la Légion d'honneur du complotisme, mais qu'aujourd'hui, complotiste, c'est quelqu'un qui a raison avec 6 mois d'avance. C'est juste ça. Et que donc oui, ce système européen, je le maintiens, est un système de perversion pure. Il détruit tous les mots. Vous voyez, moi, j'ai porté plainte au pénal contre Ursula von der Leyen sur les SMS avec Pfizer. J'ai porté plainte, je suis allé en Belgique. Racontez-nous ça un petit peu Français pour les gens qui nous écoutent. Là, vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste cette plainte? C'est-à-dire que Ursula von der Leyen a négocié 36 milliards d'euros de contrats vaccinal avec Pfizer sur le Covid par SMS. Ça a été découvert par le New York Times. Et ça a été très critiqué par la Cour des comptes européenne, la médiatrice de l'Union européenne. Ils ont fait des rapports, ils ont dit que c'est inadmissible, etc. Elle ne veut pas donner les SMS. Il y a eu une première plainte déposée par un citoyen belge, parce que c'est sur le territoire de la Belgique, donc c'est la justice belge qui est compétente, c'est comme ça. Donc, il a eu raison, il l'a faite, et je crois qu'il y a une association de défense des libertés espagnole qui a aussi déposé une plainte, puis c'est tout. Et je me suis dit, mais en France, il n'y a personne qui dépose plainte? Enfin, on est concernés, nous aussi. Donc je suis allé, il faut y aller, c'est pas grave, c'est pas très loin. Je suis allé en Belgique, j'ai vu le juge d'instruction, j'ai pris rendez-vous, j'ai préparé bien ma plainte et tout. Il l'a accepté et on a discuté dans son bureau et voilà. Et je suis sorti de là et la plainte est là et le parquet européen alors a annoncé 3 jours plus tard que ça avançait un peu. Je parlais de ça parce que je voulais justement parler du parquet européen. Le parquet européen a été créé en 2021. C'est une instance de l'Union européenne. Ça, c'est aussi une perversion. Vous entendez parquet, vous vous dites c'est la justice, ça va nous défendre et tout. Oui, mais parquet européen, c'est une perversion. Parce que c'est un tout petit peu technique, mais c'est très important. En France, vous avez un modèle, c'est le juge d'instruction. En Belgique aussi, d'ailleurs, parce qu'ils nous ont copié. Le juge d'instruction, il est indépendant. Ça a été le cauchemar de beaucoup de politiques, le juge d'instruction. Ou d'hommes d'affaires corrompus, etc. Parce que lui, vous ne le maîtrisez pas. Il n'est pas sous l'autorité du ministère, enfin, pas l'autorité directe hiérarchique du ministre de la Justice, etc. Il peut déclencher des enquêtes. Et celui que j'ai vu à Liège, il est spécialisé dans les affaires financières. Il a fait tomber des bourgmestres, des maires belges corrompus. Il est connu. Hein. Et ça, c'est un modèle épouvantable pour les gouvernements corrompus et pour l'Union européenne. Le juge d'instruction doit disparaître. En France, régulièrement, les gouvernements proposent sa disparition. Alors, ils vous disent pas ça pour ça, ils vous disent parce que c'est un peu archaïque, etc. Bon, la vraie raison, c'est qu'ils veulent se protéger. Donc, ils ont créé ce parquet européen avec des juges de nouveau directement nommés par les gouvernements et où vous ne pouvez pas être partie civile. La seule partie civile autorisée, c'est l'Union européenne elle-même. Donc, ça tue le juge d'instruction, et notamment dans les affaires financières. Et le parquet européen, sur les SMS, a voulu tout de suite s'emparer du dossier. Mais notre juge d'instruction belge, qui n'est pas sous l'autorité du parquet européen, j'espère qu'il va tenir bon, dit non, moi je garde le dossier, parce que je considère que c'est en Belgique et que je dois traiter le dossier. C'est intéressant, hein, mais vous voyez, ils ont mis le mot parquet, et en fait, une nouvelle fois, c'est pour annuler la justice. Donc c'est toujours pareil, c'est orwellien, on utilise un terme pour dire et faire l'inverse. Aujourd'hui, Florent Philippot, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une résistance face à l'Union européenne, indépendamment de vous? Mais plus que jamais. Plus que jamais. On n'aurait pas réuni en juillet des milliers de personnes pour le Frexit sous 40 degrés, s'il n'y en avait pas. Il y a oui, mais pardon, on parle souvent de l'implosion de l'Europe, Florent Philippot, mais France. Elle n'arrive jamais. Alors pourquoi Alors, vraiment, moi je ne parle. Alors merci. Merci de me tirer là-dessus, c'est très bien. Parfois, je vois des gens qui disent « Non, inutile de perdre votre temps et votre énergie dans ce combat, l'Union européenne tombera d'elle-même, comme l'URSS est tombée, l'euro disparaîtra lui-même et tout. » Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Mais le Frexit, vous y croyez encore? Je pense que l'Union européenne tombera, oui, que l'euro disparaîtra et qu'on aura une nouvelle monnaie nationale, un nouveau franc.
Sincèrement, vous croyez vraiment à ça? Je crois à 150%. Mais je crois que ce sera le fruit d'une action. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire rien à faire, ça viendra comme l'URSS. L'URSS, ça a mis combien de temps? Ça a mis quand même 70 ans. Hein. Et puis, c'était pas non plus tombé comme ça. Il s'est passé des choses. Il y a eu des forces motrices pour ça. Ce sera quoi le déclic d'un Frexit, selon vous? Mais j'en sais rien. On a l'impression qu'aujourd'hui, les Français semblent quand même réticents à cette idée, non? Enfin, mais j'en sais rien. Ça, on disait que les gens étaient pour la Constitution européenne. Oui, ça c'est vrai. Ils ont voté non. Ouais, 3 mois avant, soi-disant qu'ils disaient oui à 70%. Ils ont dit non à 55%. Donc, c'est pas vrai, ça. En tout cas, c'est un combat de longue haleine. Faisons un référendum, on verra bien. Macron avait dit à la BBC en 2018, si on faisait un référendum, on aurait la même chose qu'au Royaume-Uni. Bon. Quel bilan, justement, vous faites du Brexit aujourd'hui? On entend beaucoup que les difficultés actuelles du Royaume-Uni seraient liées au Brexit. Alors ça, c'est un énorme mensonge. Nous sommes, nous, en grande difficulté. Tous les pays sont en grande difficulté. Le Royaume-Uni a des difficultés. C'est pas plus que nous. Ils ont même moins de chômage, ils ont moins de dettes, ils ont moins de déficits, etc., etc. Donc ça, il faut. Là, c'est vraiment la propagande européiste primaire de faire croire que le Royaume-Uni est dans une situation dramatique. Écoutez, on nous avait dit la City va disparaître ou elle viendra à Paris. La City est parfaitement à Londres, elle prospère. On nous avait dit ils vont être coupés du monde, etc. Ils ont signé des dizaines d'accords commerciaux depuis le Brexit. On nous avait dit leurs pêcheurs seront en difficulté. C'est nous, c'est les nôtres qui sont en difficulté, pas les leurs, parce qu'eux, ils ont un gouvernement qui les défend. Et puis l'immigration, progressivement, là cet été, ils ont pris une décision qui est interdite par le droit européen. C'est-à-dire que eux considèrent que vous ne pouvez pas demander comme ça asile dans leur pays simplement sous le prétexte que vous êtes arrivé sur le sol britannique, vous n'avez pas le droit de demander asile, alors que nous, dès qu'ils arrivent sur le sol de l'Union européenne, c'est le droit européen qui s'applique, et donc vous êtes obligé de les accueillir, etc. Ben ça, eux, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ben, c'est intéressant. Alors, ils n'ont pas encore déployé le Brexit jusqu'au bout. Et puis peut-être que même en étant libres, ils prendront de mauvaises décisions. Par exemple, je pense que leur politique étrangère sur l'Ukraine est mauvaise, mais elle est souveraine. Ils ont le droit aussi de faire des mauvais choix, de mon point de vue. Vous savez, nous-mêmes, après le Frexit, moi j'ai jamais dit ça va être le paradis sur Terre. Hein. J'ai dit on aura au moins le choix. On aura le choix peut-être aussi de faire des conneries. Hein. On aura peut-être le choix encore d'avoir de mauvais dirigeants. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on sera sorti d'affaire. Mais on aura aussi le choix de faire de bonnes politiques, d'avoir de bons dirigeants et de mener des politiques conformes à notre intérêt national. Choix que nous n'avons pas aujourd'hui en étant dans l'Union européenne. C'est toute la différence. Le Royaume-Uni, il a le choix. Il peut faire des choses bien, et il en a fait. Il peut aussi en continuer à faire des choses mauvaises. Mais par exemple, sa politique étrangère sur l'Ukraine n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient fait le Brexit. Ils ont toujours eu cette politique étrangère. Déjà en 2003, ils étaient pour la guerre d'Irak de Bush. Nous, on était contre. Mais à l'époque, nous, on était souverains pour être contre. Aujourd'hui, non, on suit. Ça prouve qu'on a baissé en souveraineté. Revenons à la politique européenne. Le pacte vert pour l'Europe, vous en pensez quoi? Non, mais je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. Oui, la volonté de décarboner l'industrie européenne, c'est une bonne chose pour vous? C'est l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 et tout. L'objectif de 55%. Non, mais ces gens-là sont une émission de gaz à effet de serre, il est irréalisable selon vous? Écoutez, c'est un plan de destruction de l'industrie des pays européens, en particulier de l'industrie automobile, au bénéfice de l'industrie chinoise, de l'industrie américaine, etc. C'est un plan de destruction. Ça n'est pas un plan écolo. C'est pas parce qu'on met vert dans un titre que c'est écolo. Ça, c'est pour tromper les gogos. Parce que si l'Union européenne était écolo, elle arrêterait de signer des accords de libre-échange avec le monde entier, qui sont les plus pollueurs qu'on puisse imaginer. L'accord que Ursula veut absolument signer, sous pression allemande d'ailleurs, hein, avec le Mercosur, donc Brésil, Argentine, tout ça, il y a eu des études d'impact. Il va accélérer la déforestation de l'Amazonie. Il va, comme tout accord de libre-échange, mettre plus de gros navires sur les océans, ultra pollueurs, et ensuite, pour débarquer les marchandises, plus de camions sur nos routes et nos autoroutes, ultra pollueurs. Ils vont faire venir des produits, du poulet lavé à l'eau de javel, du bœuf aux hormones, élevé dans des fermes-usines avec 10 000, 20 000, 50 000 bêtes, sans respect du tout d'ailleurs de la protection animale. Donc, si l'Union européenne s'intéressait un tout petit peu à la nature, à l'écologie, elle ferait pas ça. Voilà, elle ferait pas ça. Donc, tout ce truc-là, vert, machin, c'est ultra pervers, là aussi. Vous voyez, c'est l'inverse, encore une fois. C'est juste un plan, par contre, très dangereux pour notre économie et notre industrie. Moi, je suis pour un projet de relocalisation. La réindustrialisation de l'Europe et de la France, vous y croyez?
Au-delà de ça. L'Europe, que chacun se débrouille, j'en sais rien. Si la Pologne ou l'Estonie veut se réindustrialiser, ils mèneront les politiques adéquates. Non, parce que comment Mais est-ce que vous la expliquez France, en que tout cas, les champs de la mondialisation, ils soient aujourd'hui les plus grands défenseurs de la réindustrialisation? parce ils ont un discours public qui est l'inverse de ce qu'ils font. Pourquoi les électeurs ne leur en tiennent pas rigueur, quoi? Est-ce que les électeurs ont toutes les clés de compréhension? Est-ce que si vous passez votre vie devant la télévision, vous pouvez comprendre et savoir? Je crois pas. Par contre, si vous avez fait l'effort d'aller chercher un peu ailleurs, Pour vous, sur l'Union votre européenne, chaîne, elle est nuisible. sur votre chaîne, sur la mienne, ailleurs, on peut avoir d'autres sons de cloche. C'est tout simple. Vous pouvez pas réindustrialiser la France dans le modèle économique européen de libre-échange et dans l'euro. C'est juste pas possible. Déjà, avec l'euro, vous pouvez pas réindustrialiser la France. Parce que quoi qu'il arrive, l'euro donne un avantage permanent à l'Allemagne sur nous. Donc quoi qu'il se passe, parce que c'est une monnaie très adaptée à l'Allemagne, pas du tout à la France. Ça a été conçu pour ça. Donc quoi qu'il arrive, qu'on fasse le mieux qu'on puisse, on aura en permanence un boulet accroché au pied qui est l'euro. Tant qu'on n'a pas nos monnaies nationales qui s'adaptent les unes aux autres, on ne peut pas s'en sortir. Le premier facteur de désindustrialisation de la France depuis 20 ans, c'est l'euro. Todd l'explique, Sapir l'explique, tout le monde l'explique, Philippe Murer l'explique. Déjà, des prix Nobel l'ont expliqué. Il va falloir à un moment en tirer des conclusions. Bon. Deux, libre-échange. Le libre-échange ne permet pas la réindustrialisation. Vous ne pouvez pas à la fois dire on va fabriquer dans des pays où les salaires sont 10 fois inférieurs, où il n'y a pas de normes environnementales, surtout si on les renforce à la folie en Europe avec tous ces pactes et machins là, et d'un autre côté dire on va réindustrialiser. Vous ne pouvez pas dire on va tuer Renault et Stellantis par l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, parce que ça va être très compliqué pour nos constructeurs. Très compliqué. Les constructeurs de voitures électriques en Chine seront toujours plus compétitifs. Et en plus, ils ont beaucoup d'avance. Donc, en fait, vous ne pouvez pas dire, d'un côté, on va leur imposer l'impossible, et dire, on va réindustrialiser de l'autre côté. Vous voyez bien que c'est un mensonge. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent nous tuer, ils veulent qu'il n'y ait plus rien, ils veulent tous ensuite se barrer aux États-Unis, faire la fête ensemble. Peut-être, mais est-ce que c'est l'intérêt du peuple, ça? C'est pas l'intérêt du peuple. Alors abordons à présent le plan géopolitique. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce que vous pensez du positionnement de la politique de l'Union européenne? Je pense que l'Union européenne est une colonie américaine. L'Union européenne a une voie diplomatique qui est sur tout sujet, systématiquement, exactement celle de la diplomatie américaine. C'est un domino des États-Unis, quoi. C'est toujours, vous regarderez, sur l'Ukraine, sur la Russie, sur la Chine, sur Taïwan, sur même les accords commerciaux Mercosur, etc. Sur la nomination même d'une économiste américaine, vous avez vu oui. À la direction générale de la concurrence de la Commission européenne. européenne. Parce qu'on est monté au Ça vous a choqué, ça? À la limite, il voulait. C'était très cohérent. Et c'est pas parce que sa nomination a été annulée qu'il n'y a plus d'influence américaine. C'était très cohérent parce que depuis le début, le projet européen est un projet qui favorise les États-Unis. Jean Monnet, dès le début, Jean Monnet était un agent américain. Alors c'est pas complotiste, les archives déclassifiées l'ont prouvé, on le savait. Il disait même qu'il fallait détruire le général de Gaulle quand même, Jean Monnet. Et on a osé le mettre, Mitterrand a osé le mettre au Panthéon quand même. Hein. Bon, moi je retirerai. Et donc le projet européen, sauf pendant la parenthèse gaulliste, où De Gaulle a freiné les cas de fer sur ça, a toujours été un projet en fait d'alignement sur les États-Unis, de destruction des velléités d'indépendance nationale, de contre-modèle. Et aujourd'hui, on arrive au bout du bout, où même ils prennent plus de gants, ils veulent nommer directement une américaine liée à Pfizer et au GAFAM. Alors, on est dans le cliché du cliché là, à la DG Concurrence, la plus grosse direction de la Commission européenne. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y a eu une grosse pression, etc. Mais ils retenteront demain. Et puis même s'ils l'ont pas fait, ça change pas grand-chose à l'influence américaine là-bas. Donc, en matière géopolitique et diplomatique, l'Union européenne qui se veut une diplomatie, ce qui n'a pas de sens. Une diplomatie est portée par un État, elle est portée par un peuple, elle est portée par une armée, par des intérêts compris. La France peut avoir une diplomatie, l'Allemagne aussi, le Royaume-Uni aussi, voire, la Pologne, l'Italie, mais pas l'Union européenne, ça n'a pas de sens. Et celle qu'elle essaie d'avoir, qu'elle fait croire qu'elle a, est en fait simplement un écho de la diplomatie américaine. Systématiquement, c'est la même chose avec un peu de retard. C'est systématiquement la même position, sur tous les sujets. Vous pouvez les prendre, hein. Il n'y a pas un sujet où c'est différent. Florent Philippot, si on revient un petit peu là en arrière, les derniers mois écoulés, le grand gagnant de cette séquence politique, est-ce que finalement c'est pas encore Emmanuel Macron? La réforme des retraites, vous avez rappelé que vous étiez vigoureusement contre. Finalement, c'est une victoire pour lui à l'arrivée, non?
C'est une victoire quand même à la Pyrrhus, quoi. Enfin, c'est une victoire sans aucun vote au Parlement, en ayant fait des 49-3. Ils ont sorti tous les articles de la Constitution, d'ailleurs. Hein. Certains qu'on avait oubliés, l'article 40, l'article 47, je sais plus quoi, au Sénat, etc. Bon, donc c'est vraiment le bout du bout d'un régime. Quand vous êtes obligé d'en arriver là, il y a des millions de gens dans la rue qui râlent. Ah oui, mais finalement, il y a des millions de gens dans la rue, mais au final, ça passe. Ça passe, mais dans des conditions de plus en plus compliquées. Il y a 5 ans, il y avait de l'opposition, il y avait des manifs et tout, mais ils y arrivaient encore à peu près par un vote normal, ils sauvaient encore un peu les apparences démocratiques. Et comment vous expliquez cet échec de la mobilisation contre la réforme des retraites? Il n'y a pas eu d'échec de la mobilisation, il y a eu du monde. Non, mais elle n'a pas fait tomber Parce que nous ne sommes pas en régime démocratique. Réforme des retraites. Parce que nous sommes en régime oligarchique. Ça, faut bien le comprendre. Donc, ils sont là pour dérouler un plan de route. Ils le disent d'ailleurs à Bruxelles, ils appellent ça des plans de route. Ils sont là pour dérouler un plan de route. Vous iriez jusqu'à qualifier Macron de traître, vous? Bien sûr que c'est un traître. C'est pas pour rien que je suis pour sa destitution. Il est coupable de haute trahison. Mais il est coupable de haute trahison sur tant de sujets. Alstom, c'est quand même le député Marlex qui parle de pacte de corruption. Enfin, être capable d'aller refourguer une entreprise aussi stratégique française, bénéficiaire qu'Alstom, à des Américains, c'est pas une trahison, ça? Uber, on verra le côté un peu moins stratégique, parce que c'est les taxis et ça. Enfin, quand même, servir à ce point les intérêts américains, intervenir quand il y a une perquisition, etc. Les Uber Files sont délirants. Ça aussi, c'est tout à fait scandaleux. Tout ce qu'il a fait, envoyer des armes, des canons César, nos missiles donc portés Scalp, etc. en Ukraine sans demander l'autorisation à personne, alors que ça nous place quasiment en position de co-belligérant avec une puissance nucléaire comme la Russie, c'est un délire total. Mais ça, c'est une trahison. Surtout quand on fait ça dans son coin. Enfin, je veux dire, les sujets de trahison, quand même, ils s'accumulent chez Macron. Il est programmé pour ça, on a l'impression. En tout cas, c'est un homme qui n'a jamais servi les intérêts de la France. Vous regarderez dans toute sa carrière, dans ce qu'on en sait en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre aussi, mais dans ce qu'on en sait, c'est un homme qui a systématiquement servi les intérêts américains. Systématiquement. Il a, comme ministre de l'économie, il a revendu énormément d'entreprises françaises, essentiellement à des groupes américains. Il a continué comme président de la République et toute sa diplomatie est tournée vers les intérêts américains. C'est vraiment un homme de Washington, de l'État profond américain, je dirais même. Pour revenir à ces mobilisations sociales qui, je pense, pour la plupart doivent vous faire chaud au cœur, est-ce que vous pensez que cette colère qui couve au sein de la population, est-ce qu'elle peut exploser un jour? Un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, l'Union européenne. Finalement, on en parle beaucoup, mais finalement, au final, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que vous pensez que cette colère, elle peut véritablement déboucher sur une explosion sociale, une guerre civile? Est-ce que vous la souhaitez? Peut-être, Florent Philippot, parce que c'est vrai que vous êtes quand même particulièrement véhément. Quand même. Vous appelleriez presque à un soulèvement, non? Non, mais je ne souhaite absolument pas une guerre civile. Et je ne pense pas qu'il y ait les conditions d'une guerre civile, d'ailleurs. Je ne crois pas à ça. Je pense que il y a deux explosions. On entend par guerre civile, parce que les émeutes en banlieu avant l'été, c'est pas une guerre civile. C'était quand même pas loin de ça. C'est pas vraiment une guerre civile. Alors ça, vous voyez, ça dans les banlieues. Non, mais ça c'est intéressant parce que il y a deux explosions possibles. Il y a l'explosion contrôlée, j'ai envie de dire, type émeute, qui est improductive politiquement, qui ne sert à rien, si ce n'est ça va casser. On va casser, c'est du caïda. Qu'est-ce que vous voulez dire par contrôler là? Ça veut dire qu'en fait, tout sera fait pour monter les gens les uns contre les autres. Vous voyez, quand des gens voient que des émeutiers sont en fait des multirécidivistes et qu'il ne se passe jamais rien pour eux, que la justice n'agit pas, etc., ça énerve en face. Énerve profondément, donc ça fait monter le niveau de colère. Et quand les émeutiers, vous faites aussi, parce qu'il y a des associations qui les travaillent, vous voyez, qui leur ont appris la haine de la France, il y a vraiment tout ce discours. Le lien entre migration et violence, vous le faites, vous? Alors attendez, juste je finis ça. Donc en fait, on fait monter la colère de tous les côtés, et là vous créez un choc à un moment, mais horizontal, improductif. L'oligarchie est au-dessus, elle rit, elle voit les gens se taper les uns contre les autres. Pareil quand on montait les policiers contre les manifestants, etc. On fait monter des gens qui en fait ont la même condition sociale, etc. Les mêmes intérêts objectifs normalement. Et ça pour moi c'est une explosion contrôlée par ceux d'en haut et elle sert à rien. Elle n'est pas productive politiquement. Elle ne fait pas. Après il peut y avoir par contre l'explosion non contrôlée, pour le coup imprévisible par définition, et qui peut s'apparenter à une sorte de révolution, pour le coup. Révolution politique, par exemple. Et qui, elle, produira des choses. Produira des revendications politiques intéressantes.
Le Frexit, le RIC, vous voyez, la sortie de l'OTAN, la reprise en main de certains moyens de production, moyens bancaires, etc. Greg Tabibian, que je recevais ici et ça, pour moi, il y a quelques semaines, il disait que Macron avait finalement de la chance que toutes ces mobilisations soient indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y ait pas au même moment les gilets jaunes avec les réformes des retraites, avec les banlieues, parce que c'était le chaos dans le pays. Ça s'agrège parfois un peu. Nous, on a vu dans les manifs anti-pass des gilets jaunes, pas mal. Nous, on a participé à des manifs anti-retraite, anti-réforme des retraites. Mais vous avez des forces spécialisées pour que ça ne s'agrège pas. Il y a des syndicats qui ont un rôle délétère, qui refusent. Pensez à quel syndicat ? Le syndicat du système, CFDT, CGT. Alors CGT à la tête, moi je ne remets pas en cause. Il y a des syndicalistes sur le terrain qui sont de très bonne foi, mais à la tête, ils sont là, ils refusent la participation de certaines forces politiques. Ils refusent que vous soyez là, etc. Ça vous choque quand, par exemple, non, mais c'est les très CGT s'opposent à l'avenue d'Éric Zemmour pour une conférence, ils sont dans leur rôle. Oui, là. alors ça c'est encore autre chose, mais sur les mobilisations, c'est très choquant. Si vous êtes tous contre la loi réforme des retraites, il faut que tout le monde soit accepté. C'est beaucoup plus efficace. Là, ça pourrait faire tomber le gouvernement. Vous voyez ? Mais non. Ce qui prouve qu'ils ont choisi leur camp quand même. Alors pourquoi ? Parce qu'ensuite, il y a des enjeux de carrière. Vous regardez le pédigré de tous ces chefs syndicaux. Ensuite, ils se retrouvent casés à la Confédération européenne des syndicats. C'est très bien payé. C'est un parachute doré. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne remettent jamais en cause, vous écouterez bien, jamais ils remettent en cause l'Union européenne. Jamais. C'est hallucinant. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Ils arrivent à parler toute la journée, ils parlent de lois sociales, d'économie, de lois qui concernent la retraite, le marché du travail et tout, des sujets gérés à 100% par l'Union européenne aujourd'hui, en réalité. Ils arrivent à ne pas mentionner une fois l'Union européenne. C'est un art, à ce niveau-là, c'est un art. C'est un véritable art. Mais c'est signé. Voilà, ces gens-là sont pas du côté du peuple. Et vous pensez malgré tout que ce système, il peut tomber par les urnes, Florent Philippot ? À condition qu'il y ait eu un travail de mûrissement important, et c'est pour ça qu'il faut travailler tout le temps et pas simplement au moment des campagnes électorales. C'est pour ça que la doctrine des patriotes, c'est l'action permanente, et c'est élever le niveau de conscience et de compréhension des gens, parce que si vous ne faites le travail que tous les 5 ans, pendant 3 mois de campagne électorale, en fait, vous reprenez le travail à chaque fois à zéro. Et puis vous arrivez à un résultat décevant. Ça fait 40 ans qu'on vit ça. Donc, on ne peut pas se contenter simplement des urnes. Pas simplement. J'aimerais revenir il y a un instant, donc on parlait de cet amalgame, enfin ce que les gens dénoncent comme un amalgame, mais en tout cas, est-ce que vous partagez le point de vue de Darmanin qui dit que lors des émeutes en banlieue, par exemple, le lien entre immigration et insécurité et violence, il veut pas le faire ? Non mais attendez, il est évident qu'il y a une immigration qui a été massive et pas assimilée. Et qui se retrouve beaucoup plus massivement. C'est pas qu'il n'y a pas que des gens d'origine étrangère ou dans les émeutiers, mais il y en a une majorité. Et c'est pas que là depuis 2023. Et vous discutez avec n'importe quel acteur de terrain, élu local, policier, etc. Il vous le dira. Alors attention quand on dit ça, ça veut pas dire que tous les gens d'origine étrangère ou immigrés, etc. sont des émeutiers en puissance, mais très loin de là, Dieu merci. Et je le sais, j'en ai plein qui sont aux patriotes et dans les manifs et qui sont contre les émeutiers et qui ont leur vie pourrie par ces gens-là, qui ont leur voiture brûlée, etc. Mais il faut pas faire croire que ça n'a aucun rapport. On fait venir chaque année, depuis des années, 300 000, 400 000, 500 000 personnes. On les met dans les quartiers. Il n'y a pas de boulot. On leur fait pas aimer la France. On ne fait pas appliquer la justice dès le premier délit parce que c'est ça qui serait efficace. On a laissé des parents démissionnaires être démissionnaires, on les a pas rappelés à l'ordre, dans leur fonction quand même c'est une responsabilité d'être parent. C'est ça la clé pour régler le problème des banlieues. Vous n'obligez pas à faire un gamin, si vous faites un gamin, vous en assumez les conséquences. C'est les parents le problème, entre guillemets. C'est un des problèmes. Et puis l'école, le niveau s'est effondré aussi, etc., etc. Et donc en réalité, cette immigration massive n'était pas assimilable. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'ailleurs tout ça. Qu'il faut complètement l'arrêter. Mais pour l'arrêter, il faut reprendre le contrôle. Vous pouvez pas l'arrêter en restant dans l'Union européenne, dans Schengen et dans la CEDH. Ça, je sais pas comment font M. Zemmour et Mme Le Pen. C'est juste impossible. Mais pardon de rester un instant sur ce terrain-là. Vous qui êtes autant un amoureux de la France, vous pensez qu'on peut encore faire aimer la France à des gens qui la détestent, Florent Philippot ? Assez jeunes. Alors à des gens qui ont appris à la détester depuis qu'ils ont 3 ans, ça va être très compliqué maintenant. Maintenant, je pense qu'on peut faire aimer la France à tout le monde. Oui. À condition que ce soit une vraie politique dès l'école.
qu'on apprenne le roman national, qu'on réapprenne le roman national. Même si, José, on peut encore dire que ces gens sont français. Il faut leur poser la question. Écoutez, ça c'est très simple. Vous leur posez la question. S'ils vous disent « Non, je suis pas français, je crache sur la France, j'arrache son drapeau et je le brûle », pour moi, il n'est pas français. Hein. Pour moi, quand on est français, on n'arrache pas le drapeau de la France. Enfin, il n'y a pas que des gens, je vous signale, il n'y a pas que des immigrés dans ce cas-là. Hein. Alors, il y a Kevin et Théo, mais il y en a quand même moins. Non, mais des antifas, des machins comme ça, qui sont aussi parfaitement capables d'aller arracher le drapeau français, on l'a vu dans des manifs, de le brûler, etc. Ces gens-là, moi, je les considère pas plus français. Hein. Mais d'ailleurs, eux-mêmes se considèrent probablement pas comme français, donc ça arrange tout le monde, hein, d'un commun accord. Mais on peut faire aimer la France. Roman national à l'école. Être de nouveau fier de son drapeau. Comment se fait-il qu'on soit un des seuls pays au monde, ou peut-être le seul, où c'est presque honteux de sortir le drapeau national? Ou parfois même, je sais pas ce qui leur passe dans la tête, vous arrivez en manif, les policiers vous embarquent votre drapeau français. Vous n'avez pas le droit au drapeau français. Mais qui leur donne des ordres pareils? Comment est-ce possible? Et comment applique-t-il des ordres pareils? Surtout policiers, devraient en être fiers du drapeau. Des politiques vertueux, des responsables politiques qui parlent un peu plus de la France et un peu moins de l'Europe, de tout ça, un peu plus de l'amour de la France, qui s'y intéressent un peu plus. Vous voyez, c'est toute une société à refaire. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.